Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous reprenons avec force et conviction nos podcasts pour le numéro de janvier 2025, le bâtiment optimisé. On est ravis d'être avec vous et on vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2025. On souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous ayez de belles idées de réussite, de projets et avant tout qu'on soit tous en paix, apaisés dans une société qui en a quand même bien besoin. On va parler d'un sujet puisque comme vous le savez, chaque mois on égrène l'actualité autour du bâtiment optimisé avec des sujets qui sont parfois un peu techniques, mais rassurez-vous, on va vous donner les clés de compréhension. On va parler du diagnostic PEMD. On vous dira d'ailleurs à quoi ça a trait et en quoi c'est devenu un atout. C'est un atout pour la construction et les rénovations durables. Et aujourd'hui, Dieu sait que la régénération urbaine et la rénovation, ça devient l'enjeu majeur, notamment dans le fait de se réadapter avec des nouveaux métiers, notamment je pense aux promoteurs, constructeurs, qui aujourd'hui s'adaptent et se mettent sur le marché qu'on appelle la régénération urbaine. On va parler bien sûr d'économie circulaire et de sujets techniques par lesquels effectivement vous aurez la possibilité également, comme c'est le cas pour chaque émission, de poser toutes vos questions. On a réuni deux spécialistes du secteur. Bonjour Maëlik Frémont. Bonjour. Ah, qu'est-ce que j'adore ce prénom, c'est magnifique. Maëlik. C'est vrai que c'est assez peu répandu quand même. Non, tu dois pas l'avoir souvent. Non, c'est vrai, Maëlik. Mais c'est celte. C'est breton, oui. Ouais, c'est breton. Bon, breton quoi, voilà. Mais Frémont, je sais pas si c'est d'origine bretonne. Pareil. Ah oui, c'est breton. Ah bravo, voilà. Maëlik, vous êtes directeur de la division environnement qui était anciennement amiante et renouvellement chez Axéo. Merci d'être avec nous. On va co-animer cette émission. Voilà. On aime bien mettre en avant aussi les talents, l'ingéniosité dans nos émissions. Moi, je suis ravi de recevoir sur le plateau Dominique Renard-Brazzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et dirigeante d'Afleia, une solution logicielle justement pour mettre en relief le fameux diagnostic PEMD dont on va parler. Vous êtes également, jusqu'en février, secrétaire général à l'Institut français de la construction. Merci d'être avec nous. Alors, justement, l'idée, c'était de présenter un petit peu le contexte de cette émission. C'est si on parle de diagnostic PEMD, produit, oui. Environnement, équipement. Équipement. Ensuite, on a matériaux et déchets. Et déchets, c'est ça. Voilà. Donc, ce diagnostic est une obligation légale. Oui, c'est une obligation légale depuis 18 mois maintenant, puisque la réglementation est parue en juillet 2023. Et donc, ça oblige aujourd'hui les donneurs d'ordre ou les porteurs de projets de faire réaliser ce diagnostic PEMD. Donc, cet inventaire des matériaux en vue du recyclage et du réemploi pour tous les projets qui dépassent une surface de 1000 m² de surface de plancher. Vous savez, alors, qui est l'utilisateur justement de cette, qui est le prescripteur et qui est l'acteur? Alors, Axéo est l'acteur, parce que vous faites les diagnostics. Côté PEMD, diagnostic, oui, tout à fait. sûr. Et donc, vos clients, c'est qui vous mandate pour ça? Donc, les clients, c'est les donneurs d'ordre, publics ou privés. Donc, ça peut être des promoteurs, ça peut être des bailleurs sociaux dans le cadre de gros projets de réhabilitation. Mais ça va être aussi des maîtres d'œuvre ou des cabinets d'architectes qui vont avoir le diagnostic PEMD à réaliser dans le cadre de leur mission globale de maîtrise d'œuvre. Alors, on va rappeler quand même que Axéo, c'est une implantation avec une capillarité sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Oui. Et que vous opérez sur plein de secteurs, le thermique, bien sûr la rénovation énergétique, les copropriétés et bien évidemment les bâtiments tertiaires également. C'est ça. Donc vous avez un spectre qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes quasiment l'acteur de référence sur le marché français aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci de votre présence. Quand on parle, avant d'entamer le développement, donc j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous. Donc vous êtes issu du métier, Dominique. Vous avez créé Afleia il y a quelques années. Vous êtes une jeune start-upeuse. Comme quoi, voilà, vous avez les amis. Comme on peut monter des start-up, quel que soit l'âge que l'on a, et l'ingéniosité n'a pas de frontières ni d'âge. Alors justement, pourquoi vous l'avez fait et en quoi, voilà, présentez-nous Afleia en 2 minutes. Alors, Afleia, je l'ai créé en 2019 et lors de missions de conseil sur justement la valorisation des gisements de déconstruction,
En fait, il m'est apparu que la recherche d'informations, les filières, etc., c'était assez chronophage. Et la loi AGEC est passée par là, en fait. Et le diagnostic PEMD correspondait justement à cette réflexion sur l'importance de la donnée pour justement bien orienter les flux et le caractère extrêmement pénible et chronophage de l'identification des bonnes filières, etc. Et donc, vous avez rassemblé, c'est vous qui avez rassemblé toutes ces informations dans un outil? Oui, c'est ça. On a créé un outil avec une base de données de matériaux et après des modules qui aident à faire l'inventaire et qui aident à créer les scénarios de valorisation. Parce que quand vous l'avez fait, vous aviez même devancé l'obligation légale. Oui, on a commencé le développement en 2021. Donc la loi AGEC était passée, on n'avait pas encore tous les décrets. Et on a commencé à commercialiser en 2022 avec des clients qui étaient assez précurseurs comme ACO. Alors justement, c'est intéressant parce que vous l'aviez pas fait dans le cadre de l'obligation légale à venir, mais parce que vous étiez convaincu que le nouveau marché finalement en matière d'économie circulaire allait s'imposer comme une règle absolue à tous les opérateurs de la construction. Nous, effectivement, on est. Vous aviez cette conviction au départ. La conviction, c'est que l'économie circulaire, c'est impératif qu'on y passe. Et pour y passer, il faut de la donnée. Donc c'est cette conviction qui nous a amené à développer cet outil. Et de la donnée, comme vous le disiez, de qualité. De qualité. De qualité, parce qu'effectivement, c'est pas donner pour la donnée, c'est une donnée à la fois compilée, vérifiée, structurée et surtout de qualité, c'est-à-dire réaliste et efficiente. Et réutilisable. En fait, nous, la conviction, c'était que cette obligation réglementaire, une obligation légale, il fallait pas qu'elle reste dans le tiroir comme l'était l'ancien diagnostic déchets, mais il fallait vraiment que ça devienne un outil opérationnel. Donc c'est vraiment investi pour transformer ce diagnostic PEMD en outil opérationnel. Merci beaucoup pour cette précision. Vous voyez, tout un programme, les amis. On va commencer avec la première partie, les fondamentaux du PEMD, parce que de savoir de quoi on parle, c'est tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors, qu'est-ce que le diagnostic PEMD? Quelques définitions précises, Maëlys Frémont. Donc, comme on l'a dit en introduction, donc le diagnostic PEMD, c'est le diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets, qui est obligatoire depuis juillet 2023, et donc qui est un inventaire précis de tous les matériaux, équipements, produits qui peuvent être en premier réemployés. La première vocation de ce diagnostic, c'est d'identifier des matériaux qui pourraient être réemployés, réutilisés. Par exemple. Basiquement des sanitaires, des bacs à douche, des équipements, des cloisons vitrées dans du tertiaire. Donc tout qu'on type peut recycler, quoi. Alors, c'est même au-delà du recyclage, c'est le réemploi. C'est son réemploi. On le réinstalle. À usage identique, c'est ça. La vocation, c'est de mettre en évidence ce type de matériau-là pour éviter de racheter du neuf alors que de l'ancien reconditionné peut être parfaitement utilisé. Et ensuite, ça va en dégressif en termes d'usage ultérieur, c'est qu'effectivement, il y a la notion de réemploi à l'identique, il y a la notion de réusage avec une transformation partielle. Ensuite, on passe sur la notion de recyclage. C'est un matériau qui va être réutilisé pour sa matière. On pense facilement à des cartons, des plastiques, des ferrailles, des moquettes qui vont être recyclés pour être transformés. Ou même, ça peut être du béton qui fait qu'on peut récupérer en granulat, par exemple, pour refaire du béton derrière. Alors, il y a des normes en termes de béton recyclé qui limitent pour l'instant l'usage des gravats de recyclage, en tout cas des bétons recyclés. Mais ça fait partie des choses qui vont évoluer aussi avec l'identification des gisements. Et le dernier recours, c'est effectivement ce qu'on appelle le déchet, qui là part dans des filières plus traditionnelles. Mais l'objectif, c'est vraiment de le penser sur l'axe du réemploi pour pouvoir réutiliser in situ ou... Alors, l'axe du réemploi, on a bien compris, on récupère des matériaux et on leur redonne une seconde vie. C'est ça. On les reconditionne. C'est un peu, c'est de la deuxième main, quoi. C'est ça. Téléphone, c'est exactement la deuxième main des matériaux du bâtiment. Voilà. C'est ça. Voilà. Tu l'utilises pas avant le bon coin du matériau du bâtiment, si vous voulez. Non mais c'est une tendance de société. C'est ça. Voilà, on récupère les vêtements. L'idée c'est, on arrête de produire du neuf pour essayer de réemployer ce que nous avons. Mais c'est presque du bon sens.
maintenant, c'est bien quand on le dit, on se dit ouais, c'est super, c'est bien. Pour une catégorie de personnes un peu bobo, ouais, c'est super, c'est bien. Sauf que ça fonctionne pas dans la réalité. Il fallait qu'il y ait une obligation légale. Est-ce que le fait qu'il y ait une obligation légale, ça va nécessairement, c'est malheureux à dire, mais ça va faire accélérer les choses forcément? Alors ça fait accélérer les choses forcément, puisque ça permet aux filières qui étaient naissantes ou qui étaient vraiment des niches très partielles de se développer, puisque ça crée du gisement, il est identifié, donc les filières de reconditionnement des sanitaires. Je reste sur cet exemple-là qui est assez symptomatique et qui peut faire sourire, mais en l'occurrence, il y a des filières pour ça, vrai, comme pour des portes. Des anciennes usines où il y avait des bacs, etc. Je l'ai vu, ça. Et puis, parfois, des matériaux, à l'époque, d'une qualité superbe. Bien sûr. Qui était prêt à partir à la benne. C'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de sortir de la benne à déchets tout ce qui peut être réutilisé et qui a du sens. Alors, mais pas n'importe quoi. Alors pas n'importe quoi. C'est pour ça. Et il y a des normes. C'est pour ça que le diagnostic doit être de qualité et précis, parce qu'effectivement, lors de la reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments, il y a un certain nombre de normes actuelles à respecter. Donc on peut pas utiliser des anciennes fenêtres sur des nouveaux bâtiments parce que ça répond pas aux préconisations. Alors la question actuelles. qui tue, là, forcément il y a une question qui tue, c'est est-ce que ça coûte plus cher? Alors est-ce que ça coûte plus cher? Parce que moi je me dis chouette, j'ai pas le bac à douche à racheter, j'ai plus qu'à le reconditionner. Mais question in fine, est-ce que la sortie du produit ou le reconditionnement du produit ou du matériau coûterait plus cher que du neuf? C'est pas anodin, vous le savez, comme question. Aujourd'hui, je pense que ça coûte encore un petit peu plus cher si on parle d'euros. Si on parle uniquement de l'aspect balance financière, ça va coûter un petit peu plus cher, simplement parce que les méthodes de déconstruction, qu'on va appeler déconstruction soignée, vont prendre plus de temps que de la démolition, entre guillemets, ou de la déconstruction à l'ancienne. Donc forcément, cet impact temps va faire augmenter la facture des coûts de déconstruction. Effectivement, on va faire une économie sur le matériau qu'on va pas acheter neuf et on va peut-être payer des frais de reconditionnement ou de remise en état. Donc sur la balance économique aujourd'hui, je pense que ça coûte un petit peu plus cher. Si on parle de frais de déconstruction, maintenant en termes d'économie CO2 et autres, ce n'est que du positif puisqu'on ne consomme pas de CO2 donc sur la balance du chantier, c'est très très positif. Et puis l'effet volume va faire que ça va devenir un usage. Là où on va faire des économies, c'est sur la facture de gestion des déchets. La seule difficulté de ce sujet-là, c'est que sur les chantiers, c'est rarement identifié comme un compte à part très clair. Rares sont les chantiers où on sait dire la gestion de tous les déchets, ça m'a coûté une facture de X dizaines ou X centaines de millions d'euros, puisque c'est un compte prorata, c'est un petit peu partagé par tout le monde en a un peu sur sa facture, donc les donneurs d'ordre n'ont pas une vraie vision de ce que leur coûte la gestion de leurs déchets. Par contre, ce dont on est certain, c'est qu'avec un PEMD bien fait, une gestion des déchets de chantier, là, il y a une économie sur la balance et qu'on peut estimer à pas loin de 50% sans trop de risques. Alors justement, Dominique, l'outil que vous avez créé permet finalement d'être à la fois le creuset de cette obligation qui aujourd'hui est en train de s'étendre et s'est imposée à tous, parce que je suis pas complètement sûr que les opérateurs aient bien compris que c'était une opération légale, que c'était un outil nécessaire aujourd'hui dans le cadre d'une réglementation. Est-ce qu'ils l'ont vraiment intégré, les opérateurs? Moi, j'ai l'impression que l'obligation est bien comprise. Elle est intégrée, d'accord. Après, effectivement, sur l'utilisation opérationnelle, c'est en phase de maturation. Oui. Et c'est là que vous intervenez, finalement. Ouais. Et pour compléter ce qui a été dit sur les coûts, effectivement, si on prend aujourd'hui le coût du réemploi, on a l'impression que c'est pas forcément économique au cas par cas. Par contre, ce qui va se passer là, c'est que les seuils de la RE 2020 sur la partie carbone sont en train de baisser. En fait, il y a un seuil là qui va arriver. Et si on regarde, en fait, si on fait un exercice de simulation, pour atteindre ces seuils-là, il faut forcément aller chercher du réemploi. En fait, la solution de réemploi, parce que les matériaux décarbonés, etc., ne permettront sans doute pas d'aller chercher les seuils. Et le réemploi, par contre, parce que le réemploi des matériaux est compté à 0, va permettre d'atteindre les seuils. Donc, c'est sans doute un levier qui va aider. Il est compté à 0, pourquoi? Parce qu'il a déjà été fabriqué?
Oui, c'est ça. En fait, il y a une... En fait, on pourrait avoir des matériaux biosourcés, des éco-matériaux de très très bonne qualité, mais qui sont fabriqués neufs. Et en fait, là, le comptage à zéro, c'est parce que même si effectivement ces matériaux, si on les recontextualisait, auraient pu avoir une plus grosse empreinte carbone, elles n'en ont plus. Oui, c'est ça. En fait, il y a une convention. Et c'est ça qui permet d'arriver au seuil ? En fait, les simulations qu'on peut faire montrent que pour aller chercher les nouveaux seuils qui vont être de plus en plus bas, oui. Sans le réemploi, ça sera compliqué. Donc, c'est sans doute un levier. Est-ce que ça veut dire que le réemploi va s'imposer comme étant une alternative possible ? Non, mais c'est intéressant dans la simulation, parce que vous avez une simulation avec des éléments objectifs. Donc, du coup, si on prend le fait qu'on a cette obligation d'atteindre les seuils, ce qui est normal, puisque c'est la réglementation qui l'impose, le réemploi, c'est une brique nécessaire. Oui, donc. À mon sens, oui. Alors, Akibo, justement, vous l'avez créé pour ça. Oui. Donc, l'historique, finalement, c'est d'arriver à pouvoir avoir un outil facile. Tout à l'heure, on parlait justement des outils qui existaient. Avant la naissance de votre solution logicielle, il n'y avait rien, à part des tableurs classiques. Alors, il y avait quelques solutions qui existaient sur le marché, mais on a voulu vraiment créer une solution complète et qui vraiment transforme ce diagnostic en outil au service des opérationnels et au service du développement de l'économie circulaire. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de la qualité de la donnée, hein, et puis d'ailleurs dans une certaine mesure, voire même de la souveraineté de la donnée dans une certaine mesure. La donnée, ça veut rien dire, la data, si on ne sait pas s'en servir. Ça veut rien dire si on ne sait pas l'utiliser, parce qu'il y en a beaucoup qui fantasment autour de la maîtrise de la donnée. C'est quoi aujourd'hui, très basiquement, pour ceux et celles qui nous écoutent, l'utilisation d'une donnée qui est qualité, qui est structurée, qui est claire et qui permet d'arriver à des élaborations de rapports le plus précis possible? Il y a plusieurs axes. Il y a tout d'abord, il faut que quand on caractérise un matériau, il faut que la caractérisation, elle soit précise et complète. Donc nous, on va guider justement pour que cette caractérisation, elle soit bien faite. Et on va aussi apporter, nous, on a une base de données de matériaux qui déjà pré-caractérise des matériaux. Donc, cette partie-là du travail, elle est déjà faite, elle est vérifiée, administrée, et le diagnostiqueur va pouvoir s'appuyer là-dessus. Et l'avantage aussi, de cette donnée qui est gérée, administrée, c'est qu'on va créer une homogénéisation aussi dans la caractérisation des gisements, parce qu'en fait, par rapport à des gisements de matière vierge, là, les gisements, ils sont éparpillés, ils sont de qualités différentes, etc. Donc, on a, pour pouvoir créer des filières, c'est ce que disait Maïlik, pour développer les filières, il va falloir, en fait, agréger, comparer des données. Mais comment vous le faites, ça ? Où est-ce que vous allez chercher toutes ces informations ? Les données sur les matériaux ? Oui. Il y a plein de bases qui existent, la base INIES, la base des fabricants, etc. Mais comment vous avez des robots, des moteurs, vous indexez vous compilez cette. Et puis on fait beaucoup. Mais ça demande un travail colossal. Ah oui, ça a été un gros travail en amont. C'est-à-dire que en amont du développement des modules de l'outil, il y a un énorme travail de base de données qui a été fait. De renseignement, d'analyse, de qualité, etc. Il y a des remises à jour nécessaires. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes en veille, justement, en permanente. En permanence. Et en plus, on permet aussi à nos clients de créer des matériaux par eux-mêmes, ce qui nous permet de voir quels sont les besoins là où il y a des trous et de compléter après, de façon c'est collaboratif, on complète après la base de données et on essaie de quelque faire part, vous fonctionnez un peu en mode BIM, quelque part, dans une certaine mesure. J'exagère un peu, mais oui, pour la partie pour la partie collaborative. C'est un outil de pilotage, en fait. Quand je vous entends, ou c'est pas la bonne définition. Alors, ce qu'on pense, c'est que effectivement, il faut que la donnée, il y ait un socle standard de standardisation pour que différents acteurs puissent utiliser une donnée à peu près cohérente. En fait, c'est la cohérence de la donnée qu'on va aller chercher.
Parce que, alors, cohérence de la donnée qui leur permette... Complétude. Absolument, ouais. mais de prendre aussi donc les bonnes décisions, puisqu'il y a des décisions à prendre une fois qu'on l'a fait. Alors, la décision, c'est quand même là, pour le coup, là, c'est le savoir-faire du diagnostiqueur. Nous, on va venir l'aider à prendre ces décisions-là en lui fournissant un certain nombre d'indicateurs, de visions. En fait, on va traiter la donnée pour lui donner une vision de ce qu'il va proposer. Mais là, c'est la valeur ajoutée du diagnostiqueur qui entre en jeu. Eh ben, et on vient en support. Merci pour la transition, justement. Merci pour la précision. Maëlik, en quoi, finalement, très, très, très basiquement, à partir de la mission, du mandat que vous avez de votre client, cet outil est important dans le cadre du pilotage de l'opération future et à venir. Parce que c'est sur la base de ce que vous allez auditer, de ce que vous allez qu'on va prescrire potentiellement des travaux. Donc vous êtes essentiel dans la chaîne de construction. Ça va conditionner effectivement la mission de déconstruction et les gisements qui vont être isolés pour être réemployés. Et l'outil aujourd'hui, l'outil Akibo, nous permet de travailler sur une nomenclature commune et effectivement d'avoir la même lecture, d'utiliser les mêmes appellations, quels que soient les matériaux, équipements qu'on peut identifier, tout en pouvant rajouter, comme le disait Dominique, des spécificités qui sont propres à chaque société de diagnostic, certaines spécialités. Je pense chez nous, vous savez qu'on est spécialisé dans les ascenseurs depuis l'origine de la boîte. Donc effectivement, on a des partenaires, les ascensoristes aujourd'hui, qui réfléchissent au réemploi de certains éléments, cartes mères ou équipements dans les ascenseurs. Ça, c'est pas quelque chose qui va être standardisé tout de suite dans un diagnostic PMD. Par contre, avec nos savoir-faire et le travail collaboratif, on va pouvoir identifier ça. Et donc, Akibo nous permet de synthétiser ça, de faciliter le relevé et l'inventaire. Nous, chez Axéo, on a rajouté une couche dans notre service premium où on va aller faire une modélisation, un scan 3D des bâtiments qu'on va visiter pour avoir une mémoire visuelle des bâtiments de l'inventaire qu'on a fait. Donc ça permet aux clients aussi d'utiliser ce scan pour gérer ses travaux. Donc on va, en agglomérant différents outils, on arrive à une prestation qui est extrêmement précise, un inventaire qui est très détaillé, pour ensuite le remettre à la main des maîtres d'œuvre ou des donneurs d'ordre qui vont décider quelles priorités ils vont donner dans la gestion des différents gisements qui ont été identifiés. Alors, on a parlé d'un document qui est réglementaire. Il est obligatoire réglementaire, donc il doit être fait. Maintenant, aujourd'hui, l'obligation de qualitatif, elle n'existe pas. Puisqu'en plus, elle n'est pas encore normée. Donc, aujourd'hui, n'importe quel diagnostic PEMD signé par un opérateur habilité à le faire, il y a un certain nombre de prérequis, mais c'est pas un gage de qualité. On peut avoir des inventaires, on en discutait en préparation. Il peut y avoir des PEMD avec 10 matériaux identifiés et un autre diagnostiqueur va passer sur le même projet, il va en identifier 100. Bon, qu'est-ce qui va différencier finalement? Tant qu'on n'a pas eu le rendu du prestataire, on ne sait pas différencier la qualité de service. Ce que vous dites est essentiel, puisque oui, c'est une obligation légale, mais encore une fois, il faut la nourrir. Mais en fait, vous savez, ça me fait penser quand le DPE est devenu opposable. On avait fait une expertise, pas une expertise, un sondage. On avait pris un échantillon auprès de... on était à, je crois, 1500 utilisateurs, acheteurs de biens immobiliers. On a comparé les DPE identiques sur des classes d'actifs identiques. Ça fait froid dans le dos. Ça passait du A à G, en passant du G à E. Aucun n'était correspondant à l'autre sur le même actif. C'est ça. Donc, ce que vous dites a plus que du sens. Et c'est là qu'il faut dire à ceux et celles qui nous écoutent que la qualité de la prestation, et donc recours à Axéo, bien évidemment, parce que vous êtes aujourd'hui le spécialiste, c'est là que ça devient essentiel. Parce qu'en fait, l'exigence que vous l'avez pour votre client, dont lui ne perçoit pas toujours l'obligation réelle et l'avantage réel. On est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment la confiance que l'on fait. C'est là qu'on voit la qualité de votre outil, en réalité. Parce que, effectivement, je peux sélectionner les outils, je mets mon truc et je dis que c'est un bon diagnostic et puis basta. Non, ça suffit pas. Et l'outil Akibo, et parce que c'est la philosophie de travail de Dominique, qu'on côtoie maintenant depuis près de 3 ans, c'est très orienté réemploi. C'est-à-dire que l'axe gestion des déchets, c'est
voilà, le dernier recours. C'est comme ça que l'outil est construit. C'est ça. Donc on pense d'abord réemploi. Alors pas toujours avec les filières qui vont en face, hein, mais on va inventorier ça d'abord sur l'axe de réemploi. On en est où, MyLeague, aujourd'hui, 18 mois après l'obligation? Alors, je veux dire, si on mais objectivement, hein, sans détour, on en est où? Alors c'est clairement le début. Hein, le marché est pas du tout mature. Hein, si on devait parler d'un taux de pénétration de cette obligation. Mais vous diriez quoi? Vous diriez aujourd'hui, c'est très moyen quand même. C'est moyen. Alors c'est pas forcément moyen dans le volume de commandes qui est passé sur du PEMD, hein, puisque comme on l'a dit, c'est intégré, c'est obligatoire, et tous les acteurs publics ont intégré ça comme une nouvelle obligation et ils ont coché la case et ils le font faire. Maintenant, c'est très moyen dans l'usage ultérieur et dans la finalité du document. Il est fait, mais pourquoi faire? Aujourd'hui, ça va pas, à mon sens, ça va pas jusqu'au bout. Mais on a une vision assez biaisée parce que comme on est positionné sur un marché premium, on fait du diagnostic PMD, on a dû en faire une 50aine sur l'année 2024, mais on a fait que des projets significatifs pour nos clients qui avaient une vraie intention d'utiliser les données qui sont à l'intérieur. Et c'est sur ce marché-là qu'on s'est positionné. Clairement, on n'est pas positionné sur le marché public où on va répondre pour du prix au moins cher. Et de toute façon, on n'arriverait jamais à l'obtenir. Donc, pour nos donneurs d'ordre qui ont une vraie intention d'utiliser la donnée, ça marche bien et on a des très beaux résultats. On a même fait des bâtiments récents, hein, des réhabilitations de bâtiments tertiaires très récents. Dans le très ancien, dans l'habitat collectif, bon, la valeur ajoutée des matériaux à réemployer, elle reste très moyenne. Et le réemploi, il a une vraie valeur économique si c'est du réemploi in situ. Quand il faut commencer à stocker, reconditionner, transporter sur un autre site, bon, là, on perd un petit peu la valeur ajoutée. Donc, c'est le début. Donc, on va passer à la deuxième partie sur vraiment, on va essayer de lister les avantages. Et d'ailleurs, il y a quelques conseils pratiques qu'on va vous donner en dernière partie de l'émission, justement. C'est quoi les avantages du PEMD? Je m'explique. Avantages concrets. Bon, vous connaissez le métier. Aujourd'hui, c'est la construction, c'est une tannée. C'est la plus grosse crise jamais connue depuis une 50aine d'années. Je ne vais pas vous faire l'article, vous le savez. Les promoteurs constructeurs, les promoteurs rénovateurs sont aujourd'hui à l'os. Hein, faut dire les choses comme ça. Bon, il y a plus de 123 promoteurs qui ont disparu en 2024, il faut le savoir. Et 2025 va pas être triste. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de stock sur la construction. La régénération urbaine, la reconstruction de la ville sur elle-même est une nécessité, on est d'accord, et c'est aussi un nouveau marché. Ce sont des leviers de croissance. J'aimerais vous demander à tous les deux, je vais commencer par vous, Maïg, et ensuite vous, Dominique, donnez-moi très concrètement les avantages économiques, techniques, comment vous les imaginez, comme si j'étais votre client, en disant pourquoi c'est important que vous fassiez ça. Pourquoi c'est un vrai sujet aujourd'hui d'ordre économique? Est-ce qu'on peut le prendre sous cet angle-là? Comme vous le disiez, il y a en fait les matières premières, elles sont déjà sur place en réalité. Donc il n'y a pas de problème d'approvisionnement, de problème de coût de matériaux. Comme on a connu absolument. Avec alors c'est tombé. Alors c'était un hasard malheureux, mais la crise de l'Ukraine, la crise du gaz, etc. a fait que c'est tombé au moment de cette réglementation et ça a mis en évidence cette limitation d'approvisionnement qu'on peut avoir sur certains matériaux basiques. Mais alors je fais une extension avec une analogie peut-être plus globale, qui est la relocalisation industrielle en France. Qui fait qu'aujourd'hui, parce que le problématique, c'est que on a deux formes d'empreinte carbone. Vous me dites, j'ai dit une bêtise. Hein. Il y a l'empreinte carbone de la fabrication du matériel, puis après il y a l'acheminement, parce que le transport, c'est la plus grosse émission de carbone au monde, avant même le bâtiment. Donc, si demain matin, on relocalisait de l'industrie de proximité, on aurait une empreinte carbone nettement mieux maîtrisée. C'est vrai que, quand vous avez raison de le dire, ce fait exogène, triste et dramatique de la guerre en Ukraine a mis en relief toutes les difficultés qu'avait la France à ce sujet. Tout à fait. Et donc là, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Le diagnostic PMD, c'est la première étape de cette chaîne-là, de l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, ça ne fonctionne bien que sur un maillage très local. On ne fera pas de l'économie circulaire... alors à l'échelle peut-être d'une région, il peut y avoir des synergies, mais au-delà d'une région, ça va devenir compliqué parce qu'on va mettre des matériaux sur la route et on va casser l'impact écologique. C'est hyper important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, quand on raisonne économie circulaire, un peu comme le cimentier qui ne peut pas fabriquer son ciment à 1000 km et qui est obligé de le faire dans un rayon de 100 à 150 km,
On est vraiment dans le concept de la vitalité du territoire, quelque part. Et ça marche très bien. Ça donne de belles ouvertures, en réalité, pour l'économie d'une région. Mais ça marche très bien dans des territoires, ou même dans des départements. Il y a des pays, des territoires qui sont agglomérés, soit c'est des agglos, soit c'est des territoires ruraux, qui se sont fédérés autour de l'économie circulaire et qui créent de l'économie, qui redynamisent l'économie, uniquement par rapport à ces chantiers du bâtiment. Je pense à des sujets avec la Fédération du bâtiment du Vaucluse qui est assez dynamique sur le sujet. Ouais. Mais ça reste une initiative très locale et finalement, c'est pas forcément dans les plus grosses agglomérations que ça va démarrer en premier finalement. Les plus réactifs finalement, les plus souples à l'adaptation, ça peut être des territoires ruraux qui n'avaient pas de filière dans tous les cas, quelle que soit la solution, et qui vont se développer sur ça. Dominique, sur cette question du modèle économique et de la durabilité justement de cette fonction, parce que vous avez bien compris qu'on peut lister tous les éléments que l'on veut, il faut qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait de nouvelles filières qui se créent, qui s'optimisent. Effectivement, le réemploi, je partage la vision d'une industrie plutôt locale qui va se développer locale. Le sujet de la massification et d'une certaine forme d'industrialisation pour effectivement gagner en performance économique, ça va être clé. Donc voilà, c'est un sujet à adresser. Après, pour les donneurs d'ordre sur la partie économique, alors c'est un peu décalé par rapport à votre question, mais sur la partie économique, il y a deux axes sur lesquels le diagnostic PEMD est contributif. C'est en fait en parallèle du diagnostic PEMD, il y a une nouvelle obligation portée par la loi AGEC, qui est la REP PMCB. Oui, absolument. Et en fait, qui porte l'économie du coût de traitement des déchets s'ils sont triés à la source. Et le diagnostic PEMD peut donner cette vision-là, c'est-à-dire de dire finalement quel est le tri à opérer sur les chantiers pour bénéficier de la REP. Et ça, en fait, les donneurs d'ordre peuvent en fait avoir cette vision-là grâce au diagnostic PEMD. Et le deuxième volet, c'est la CSRD. CSRD. Alors l'acronyme, je l'ai plus, mais en fait c'est une obligation européenne. C'est du reporting extra-financier sur des volets environnementaux. Dans le cadre de la taxonomie européenne. Oui, c'est ça. Absolument. C'est un volet de la taxonomie européenne. Absolument. Et en fait, il y a un volet économie circulaire. Et en fait, le diagnostic PEMD, si c'est mené jusqu'au récolement, ça peut être des éléments de preuve que le maître d'ouvrage, s'il est soumis à la CSRD, s'investit dans l'économie circulaire. Donc il y a tout intérêt, en fait, pour lui à vraiment s'intéresser à ce diagnostic comme un outil vraiment au service de sa performance court terme, le réemploi et les déchets, et aussi dans sa stratégie économie circulaire. J'aimerais qu'on prenne un exemple, c'est possible ? On va essayer. Donnez-moi un exemple d'économie avec une estimation potentielle des économies. Est-ce que vous avez une idée en tête ou un modèle en tête qui vous permettrait d'illustrer ? Je vais pas... Pas forcément chiffré, mais expliquer à ceux qui nous écoutent On a fait une étude qui avait fait l'objet d'un webinaire chez nous sur un chantier classique de déconstruction d'une barre d'habitation, sans caractéristiques particulières, avec un diagnostic PEMD abouti ou pas de diagnostic du tout, on va dire à l'ancienne ou très bon exemple. Et le levier, en termes de budget, on était en démolition. On n'était pas en démolition. On était en démolition. On laisse tout à zéro. C'était tout en démolition et on avait fait des simulations avec une gestion des déchets classique, avec un tri très sommaire et donc des bennes très lourdes à transporter en volume vers des filières de tri recyclage qui, elles, vont faire le job de tri parce que forcément c'est pas du déchet ultime, donc ça peut pas aller en enfouissement en l'état, versus une version où on a déjà identifié, comme le disait Dominique, les gisements de tri en amont pour mettre des bennes sélectives et faire le tri en sortie de chantier. Et on était grosso modo arrivé à une économie de l'ordre de 30 ou 40%, je pense, en termes de budget gestion de déchets. Oui. Parce qu'il y a des matériaux qui ont une valeur ajoutée en rachat, simplement. Alors on connaît tous les matériaux, les métaux, les cuivres, mais il y a d'autres matériaux, des cartons, des isolants, des polystyrènes, des tas de choses qui peuvent avoir et qui vont coûter moins cher que ne serait-ce que des frais de tri en centre de tri de déchets de chantier.
Donc la maille d'économie, c'était ça. La difficulté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est parfois difficile de mesurer le coût traditionnel de gestion des déchets sur un chantier parce que c'est pas fait sur un compte. Il n'y a pas un lot déchets isolé. Ouais, Alors, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays en Europe. Alors, je connais le cas de la Suisse pour y avoir travaillé une quinzaine d'années où il y a un lot déchets. Et donc, on sait, quand on met des actions en place, on sait si on fait des économies ou pas sur ce lot déchets. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on sait l'estimer, mais oui, l'ordre de grandeur sur la gestion pure des déchets, ne serait-ce qu'en termes de transport et frais de tri, oui, l'économie, elle est majeure. C'est 40% d'économie, ça vous surprend pas? Non, pas du tout. Donc, c'est intéressant ce qu'on vient de dire, parce que du coup, ça donne tout de suite un angle très précis au propos. C'est un business extrêmement intéressant. Si on sort des considérations, si on devait raisonner strictement business, il y a un vrai gisement, on est d'accord là-dessus. Oui. Mais le frein, comme le dit Maïlik, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément mesuré. Mais alors, ça viendra, parce qu'effectivement, comme vous le disiez très justement, il n'y a que 18 mois, qu'aujourd'hui c'est un constat un peu en demi-teinte, on peut le dire, mais que de toute façon, c'est irréversible maintenant. On est engagé dans cette dynamique. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de notre émission, conseils pratiques, pour vous donner, comme on le fait d'ailleurs chaque mois dans le bâtiment optimisé avec nos amis d'Axéo, les clés de compréhension pour que vous puissiez effectivement avancer dans vos analyses. C'est tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé. Axieo vous répond. Alors, quels sont les conseils pour mettre en place un diagnostic PEMD efficace? Question qui nous est posée pour vous, Maïlik Frémont. Déjà de transmettre... Comment qu'on fait? on transmet les bonnes informations au diagnostiqueur déjà, savoir exactement effectivement le programme de travaux très précis. C'est un peu comme le repérage amiante avant travaux dont on a eu l'occasion de discuter lors de précédentes émissions. Il faut savoir exactement le périmètre des travaux et la nature des travaux qui vont être réalisés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire et où pour pouvoir bien dimensionner la prestation. Si je sais pas où taper, je vais chez qui? Alors je vais chez Axieo, c'est sûr. Ouais, mais est-ce qu'il faut être certifié pour faire du PEMD? Alors, il y a des formations certifiantes qui existent. Maintenant, la réglementation précise qu'il y a des prérequis pour pouvoir réaliser un diagnostic PEMD. Donc, c'est une certaine expérience dans le bâtiment, un diplôme d'études supérieures en lien avec le bâtiment. Donc, qui va faire que, globalement, par assimilation, les diagnostiqueurs amiante certifiés avec mention coche toutes les cases des prérequis. Donc, en général, dans des bureaux comme les nôtres ou nos confrères... Il n'y a pas photo, hein. Il faut passer c'est des prestataires spécialisés. On est d'accord, hein. Si on ne veut pas prendre de risques, quand on veut faire un truc propre, carré, il faut aller chez le diagnostiqueur certifié. C'est ça. C'est le cas sur le site axeo.eu. On a toutes les infos. On est d'accord là-dessus? C'est ça. Ou on écrit tout simplement... Maïlik Frémont. C'est ça. Et on lui demande des conseils. Merci pour cette question. J'espère que ça vous sera utile. On nous pose une question pour vous, Dominique Renard-Brasi, sur le PEMD. Alors, les auditeurs nous disent, OK, on a compris que c'était un outil essentiel, mais en quoi Akibo peut m'aider à devenir un outil encore une fois, je reviens sur le côté business, parce qu'on voit que ça titille, hein. C'est logique, mais ça, vous le savez déjà. Aujourd'hui, on est très fébrile sur la question de la rentabilité. En quoi, avec Akibo, je vais pouvoir avoir une démarche efficace pour arriver à l'objectif que je me suis fixé dans le cadre de mes opérations? Nous, on a vraiment investi dans l'utilisateur, c'est de dire on va faire gagner du temps pour qu'ils soient réinvestis justement dans la qualité des diagnostiqueurs sur des tâches qui n'ont aucun intérêt, comme rechercher de la donnée, faire des calculs, etc., et sécuriser la donnée. Donc toutes ces tâches-là qui sont aujourd'hui chronophages, on essaie de faire gagner du temps, et on fait gagner du temps aux diagnostiqueurs pour qu'après ils puissent le réinvestir dans ses propositions, sa documentation, etc. Donc en fait, on lutte contre le gaspillage de temps et on essaie de servir les diagnostiqueurs. La réponse a été donnée. Grâce à Akibo, finalement, c'est
je vais maîtriser ma chaîne de production dans le sens où je vais gagner en productivité pour pouvoir avoir suffisamment de temps pour bien viser mon opération et surtout arriver à la fiabilité des données dont vous avez parlé, parce que je crois que il me semble que c'est un élément essentiel. Merci beaucoup, Dominique Renard-Brady. Je rappelle que vous êtes la patronne d'Afleya qu'on retrouve sur le site internet sous le podcast lorsque vous nous écouterez, bien évidemment. Merci et changez rien, justement. Merci. Et la France a un super talent. Bravo. J'espère qu'on se reverra régulièrement sur notre antenne. Il y a vraiment beaucoup d'ingéniosité dans notre pays et je vous en remercie. Merci également à Axéo de mettre en relief et en lumière vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs également. Merci à vous, Maëlys Frémont. Je rappelle que vous êtes directeur de la division environnement qui était anciennement amiante et renouvelable. On retrouve d'ailleurs Maëlys sur l'organigramme sur le site d'axéo.eu et on s'adresse à lui si on veut travailler sur l'économie circulaire et notamment la mise en œuvre de ce fameux PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. C'est parfait. J'ai réussi. Voilà. Le premier coup. Voilà, j'ai presque tout compris. Je dis pas que j'ai tout compris, mais j'ai presque tout compris. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau tous les deux. Le podcast, bien évidemment, est à la réécoute sur toutes les plateformes d'écoute, mais également, et je vous encourage à le faire, sur l'application de Radio Imo. Elle est gratuite et elle est téléchargeable sur l'App Store et sur Android également. Vous pouvez nous écrire, bien évidemment, pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Bâtiment Optimisé. On sera en février 2025. On vous souhaite encore une fois une très très belle année, pleine de joie et pleine de santé. Prenez soin de vous d'ici là et on se retrouve pour le prochain numéro du Bâtiment Optimisé en février. Le Bâtiment Optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.